Oui, alors donc Pascal Ejwej, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est PUPH à Nancy. Et donc il vient nous parler de l'hospitalisation ambulatoire et puis en se posant la question est-ce que c'est vraiment une solution économique. Donc Pascal, en dehors de la médecine, aime bien aussi aller faire différentes choses et a fait pas mal de médico-économiques. Et puis tu as fait aussi. J'ai fait Sciences Po et puis là, voilà, Sciences Po. J'ai passé le concours d'ENA que j'ai pas encore eu, mais j'ai repassé cette année. Voilà, donc il est dans les études. Je vais vous parler donc effectivement d'une thématique qui complète un petit peu les thématiques de la santé publique et de l'expression en fait finalement de la tarification de l'activité. C'est quelque chose que vous devez vous appréhender. Vraiment, je vous le demande parce que quand je vais me balader un petit peu dans les affres et dans les coins où il y a des gens qui décident, de temps en temps, ça m'arrive, il n'y a pas beaucoup de médecins. C'est d'abord beaucoup de médecins de santé publique, c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup, mais qui n'ont pas d'action sur le terrain. Et je pense que l'interface entre le terrain et les sphères dirigeantes et dans le bon sens de la politique a vraiment un sens. Donc ne négligez pas quelque part cette vision qui peut tout à fait être aidante. Et comme le disait Didier tout à l'heure, il ne faut pas galvauder notre métier, mais il faut le défendre aussi. Et pour le défendre, il faut être présent, il faut comprendre comment il parle, il faut comprendre quels sont les enjeux qu'il souhaite mettre en avant et aller avec eux vers les perspectives. Et c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu avec vous. Alors, j'ai plein de diapos, mais je vais vous les laisser parce que je ne vais pas reprendre, il est déjà tard. Mais vous avez pas mal d'informations sur ces diapos que vous pouvez récupérer sur le site, je pense, d'Eurofocus à terme. Je voulais remercier aussi l'ensemble de l'organisation et les organisateurs de m'avoir convié pour pouvoir parler de ce sujet qui est éminemment, en fait, finalement, politique. Alors, le constat, il est le suivant. On est dans une république. Cette république, elle est constituée d'une constitution 1789, 1946, 1958, qui, en fait, reprend quelque chose qui est hyper important et dont on oublie complètement que ça influence notre vie de tous les jours. C'est que la nation garantit à ses citoyens, quelque part, donc la protection et en particulier la santé. Ce n'est pas le même cas quand vous êtes aux États-Unis où la Tocqueville a prévu, en fait, finalement, de faire quelque chose qui va plutôt dans la liberté individuelle et la liberté d'entreprendre, ce qui n'est absolument pas le cas dans notre système, où c'est d'abord la nation qui protège, qui doit nous protéger. Ça a une conséquence majeure. La conséquence majeure, c'est que vous perdez, et vous ne le sentez pas, mais vous le savez quand même, une partie de vos libertés. La partie de la liberté que vous perdez, c'est l'assurance maladie obligatoire qui a été instituée en 1945-46. Donc cette perte de liberté, elle est certes donnée à des services qui sont privés, ce sont les syndicats, qui gèrent cette sécurité sociale et qui sont donc représentés à l'occasion des élections. Donc là aussi, faites attention un tout petit peu à tout ça parce que ça a des conséquences majeures sur les orientations que vous souhaitez donner et ça va se traduire par des problèmes de financement et qui vont se répercuter non seulement sur vos propres deniers, mais qui vont aussi se répercuter sur vos impôts et vos prélèvements. Je vous rappelle que la sécurité sociale, c'est de la redistribution. Le riche et le pauvre, ils ont la même maladie, mais ils sont payés, un prélève plus que l'autre. C'est de la redistribution. C'est ce que veulent certains certains acteurs de politique. Donc la nation garantit la protection de la santé. Alors, après, quand on a dit ça, la santé, elle a un coût. Elle a un coût. Les choses ne sont pas gratuites et elles nécessitent effectivement d'avoir tout un système derrière qui puisse la faire. Ce système, c'est les prélèvements qui sont faits au sein des entreprises, au sein de l'assurance maladie. Et ce système économique, il est bien entendu bordé. On va pas, d'abord, on ne peut pas vous prélever tout parce que c'est un problème d'allocation. C'est des problèmes d'allocation. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on vous prélève tout pour aller dans la santé, qu'est-ce qui va aller à l'industrie? Qu'est-ce qui va aller au loisir? Qu'est-ce qui va aller au tourisme, par exemple? Donc certes, on est un pays riche, mais on n'est pas un pays qui est avec une richesse infinie. Et c'est ça un peu le problème aussi que pose la prise en charge économique de notre tarification et de notre système, c'est qu'on a des moyens limités et avec une demande qui est croissante. Alors,
Quand on sait ça, après, il y a la tarification et puis les financeurs. La tarification, il faut effectivement définir combien coûte, combien est la valeur de notre travail. Alors ça, c'est pas si facile que ça à définir. Vous pouvez faire de l'analyse, faire du coup analytique en prenant point par point ce que vous dépensez. Mais alors, aussi, ce que vous allez acheter en sonde Gigi, peut-être en Inde, coûte peut-être moins cher que si vous l'achetez pour la même sonde Gigi en Allemagne, qui coûte peut-être plus cher qu'aux États-Unis. Et là aussi, vous comprenez un petit peu la difficulté que je commence à soulever de cette tarification. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les systèmes de santé et la tarification des systèmes de santé n'est absolument pas la même en Europe. Hein, il y a des systèmes qui sont, alors je ne vais pas reprendre l'économie, qui sont schumpeteriens et d'autres qui sont d'origine bismarckien. Hein. Le Schumpeter, c'est l'État. Et Bismarck, c'est plutôt l'entreprise, hein, c'est le travail qui protège. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose sur les conséquences sur la tarification. Et des choses importantes aussi, vous savez qu'on n'est pas dans l'offre et la demande. Hein, c'est-à-dire que si jamais on était dans l'offre et la demande, vous comprenez très bien que dans un truc qui est complètement libre, les tarifs de consultation pour une population d'urologues que nous sommes seraient probablement beaucoup plus élevés que ce que actuellement vous tarifez, y compris d'ailleurs dans le cadre privé, dans notre institution. Mais c'est aussi pourquoi la nation, là aussi je vous renvoie à la première phrase, protège le citoyen. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas finalement une tarification qui est la réalité, c'est une tarification qui est un échange qui se passe entre l'acteur, donc la rue de Ségur, les syndicats médicaux et bien entendu le payeur, ceux qui sont les financeurs, qui sont, je vous rappelle, de 3 ordres, qui sont l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie, les organismes complémentaires, qu'ils soient mutualistes ou assurantiels, et puis les patients. Petit détail aussi, les patients, on dit qu'ils payent beaucoup en France. Non, ils ne payent pas tellement en France. Ils payent de l'ordre de 6 à 8% de la santé, ce qui n'est pas énorme. Alors ça, ce sont des choses qu'il faut reconnaître et qui complexifient cette discussion sur la tarification et sur les économies que peuvent faire l'ambulatoire. On va parler un petit peu plus tard. Enfin, les financeurs, l'État, je rappelle que les financeurs sont privés, hein. C'est l'assurance maladie, je vous le rappelle quand même, l'État qui discute, les syndicats médicaux, Didier est là, donc il pourrait en parler, discutent on se discute dans un café, hein, souvent, hein, au ministère en bas, dans un café, ce sont des échanges comme ça, combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Tout ça est mis sur papier, il y a des évaluateurs qui voient tout ça, et qui testent à ce moment-là les conséquences des mesures de politique économique. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que, en fonction de ce qui est dit, ils ont des curseurs et ils se disent si on augmente tel acte là, dans telle situation, ça va permettre de faire effectivement d'inciter, donc d'avoir des politiques d'incitation. Et puis si on diminue tel acte à tel moment, et cette incitation diminuera. Et on est comme ça, malheureusement, dépendant, ou heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'on ne dépassera pas ce que l'État nous promet pour la santé, qui est d'ailleurs ce qu'on appelle l'ONDAM, hein, qu'il ne faut pas dépasser. Et tout ça, donc, est testé à cette occasion. Et puis, pour nous, et d'une façon générale pour l'État, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. C'est qu'en 2060, grossièrement un tiers de la population française aura plus de 60 ans, avec les conséquences que ça peut avoir sur le plan donc d'organisation de la santé. On n'est même pas comme en Chine, hein, où il y aura à cette époque-là plus que 717 millions d'habitants, mais vous voyez déjà poindre une grosse difficulté de la prise en charge de nos personnes vieillissantes. Je n'ai pas encore 60 ans, j'y approche, mais je peux vous dire quand même que c'est un problème. Et donc, cette prise en charge de la personne vieillissante, il est vrai que l'ambulatoire, et en particulier la chirurgie ambulatoire, va permettre effectivement de rendre plus facilement pour le patient et probablement aussi pour notre système économique un certain avenir, on va dire, sous cette forme-là. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments du constat qui conduisent ensuite à parler un petit peu des enjeux. Alors, c'est le corps de cette présentation. La tarification et l'activité d'ambulatoire. Alors, je vais parler de l'activité de chirurgie ambulatoire. L'activité d'ambulatoire, elle regroupe aussi les hospitalisations pour les chimiothérapies, pour les séances de radiothérapie. Il faut faire aussi attention à cette présentation. Donc, on va parler de la chirurgie ambulatoire.
La chirurgie ambulatoire, il y a des enjeux. Alors d'abord, le premier enjeu, il nous concerne, il concerne surtout donc, tout citoyen, mais aussi nous en tant que praticiens et responsables des patients, mais aussi donc, les patients, c'est la sécurité, ça, il ne faut pas l'oublier, hein, sécurité et respect des droits du patient. On n'a pas à influencer, on doit traiter le patient, lui respecter ses droits, et ses droits sont inscrits dans la Constitution. Donc il faut vraiment faire un petit peu attention à ça, et ça a un sens aussi dans la prise en charge ambulatoire. Hein, on ne fait pas l'ambulatoire comme on veut comme ça, ça s'organise. Donc là, j'ai mis encore un mot, organisation. Alors, le problème, c'est qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est économique? Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, économique. Je pense que les organisateurs, quand ils ont voulu parler d'économie, c'est-à-dire, est-ce que ça rapporte plus d'argent? Je pense qu'on parle comme ça, parce que c'est la façon assez directe qu'on dit, ou est-ce que ça nous coûte moins cher? Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'économie? C'est en fait comment, avec des moyens limités, obtenir le maximum. En fait, la santé, c'est ça. Hein, c'est qu'on a des moyens limités, mais on veut, comme tout un chacun, avoir une santé qui soit, avec des prises en charge qui soient maximalisées. Tout le monde veut avoir l'IRM 50 Tesla, tout le monde veut avoir le robot ou les 25 robots qui vont arriver, tout le monde veut avoir ça, mais on a des moyens limités. Donc, le législateur, les gens les acteurs de santé et politiques qui réfléchissent un petit peu à tout ça, il ne faut pas les prendre pour des débiles, et ben ils essayent aussi de faire en sorte que ça rentre dans une contrainte, et cette contrainte, elle est, vous la connaissez peut-être, ça s'appelle l'ONDAM, hein, qui est une projection que font les décideurs sur la tarification qu'ils vont donner, les tarifs et l'enveloppe économique qu'ils vont donner aux établissements et à notre santé. Notre santé, c'est 211 milliards d'euros, hein, et ça représente environ 11 à 12% de notre produit intérieur brut. Petite parenthèse, pour vous donner un petit ordre d'exemple, les États-Unis, c'est un PIB de 30... je crois que c'est 17% du PIB des États-Unis ou 18% qui est consacré à la santé, ce qui est énorme. Mais à la différence de notre pays, les États-Unis représentent sur le plan de l'industrie pharmaceutique et les domaines des dispositifs médicaux implantés plus de 50% du marché mondial. Donc vous comprenez pourquoi aussi les États-Unis ont intérêt aussi à investir dans la santé. Et c'est un autre système. Alors, comment, avec des moyens limités, obtenir le maximum? Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Et la chirurgie ambulatoire nous permet peut-être de répondre en partie à cette contrainte qui est là, une contrainte économique. Alors, à partir de là, les régulateurs ont des objectifs et des contraintes. Les objectifs des régulateurs, c'est on a l'ONDAM, il faut que tout rentre dans l'ONDAM, où on fait des choix. Ces choix, est-ce que la chirurgie ambulatoire est un choix pertinent? Est-ce que c'est un choix qui va permettre effectivement de répondre à une moindre consommation médicale tout en augmentant les chances de guérison et de non-réhospitalisation derrière? C'est important de le noter. Ensuite, est-ce que le régulateur, il a aussi des contraintes? Ces contraintes, ce sont les politiques et les patients, les associations de patients et nous-mêmes. Nous aimerions être bien soignés, correctement soignés. Alors, la définition du bien soigné et correctement soigné n'est pas très facile à appréhender. On peut le faire sur différents aspects. Sur un plan d'économie de santé, il y a une chose qui peut être tout à fait intéressante, et je vous encourage aussi à vous lancer un petit peu dans ce domaine, c'est étudier bien entendu le PMSI. On a commencé à en parler tout à l'heure sur le codage. Le PMSI, le chaînage avec les consommations de biens médicaux qui sont faits non seulement à l'hôpital, mais aussi d'une façon générale en ville, qui sont payés par l'assurance maladie, et donc ils ont un grand fichier qui s'appelle le SNIRAM, hein, qui vous permet de savoir, après une cure de jonction, pour un tel établissement, combien de réhospitalisation il y a eu. Donc ça, c'est le PMSI. Et derrière, ils peuvent calculer aussi combien de fois vous avez demandé à une infirmière, les indemnités journalières, etc. Et à partir de là, vous savez parfaitement qu'est-ce que a coûté pour un établissement donné, je dirais même pour un praticien donné, hein, parce que quand il y a des établissements avec un numéro finesse et un praticien, on sait très bien, la sécurité sociale sait très bien, donc les inspecteurs de sécurité sociale savent très bien ce qu'il en est. Donc ils ont des contraintes qui sont liées à l'économie que doit réaliser pour la collectivité cette prise en charge. Ensuite,
vous avez tout le problème de la réduction des coûts et d'optimisation des ressources. Hein. Alors, en fait, ça s'appelle l'efficience, c'est donc le taux de rendement. Le taux de rendement, pour nous, c'est quoi? C'est être capable, finalement, de produire au moindre coût un maximum de soins. Donc, est-ce que les structures organisationnelles, les structures économiques, etc., nous permettent effectivement de le faire? Et ça, c'est vrai que la chirurgie ambulatoire, pour le coup, a un certain sens, puisqu'on peut faire probablement plus de patients et opérer plus de patients, ça c'est une chose, et puis avec des coûts qui sont probablement moindres, à condition que l'organisation, et on vient de le voir avec la présentation d'Olivier là, avec des organisations architecturales de ressources humaines qui permettent d'avoir effectivement une vision qui permettent de faire ces économies. Donc n'oubliez pas toujours, ce n'est pas ce qu'on gagne qui est forcément très important, c'est surtout ce qu'on dépense. Hein. Et donc, calculez votre taux de rendement, et ça c'est une chose qui est tout à fait faisable là aussi par les économistes de santé. Ensuite, pourquoi le régulateur et d'une façon générale le politique a intérêt à développer ce type d'activité? C'est aussi pour faire de la régulation et des gains d'efficience allocative. Alors qu'est-ce que c'est l'efficience allocative? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être capable, avec un bon rendement, de gagner quelque part, de proposer quelque part un certain nombre d'activités à un coût moindre. Donc on reste finalement, on a plus de patients, mais le coût reste le même, la fourchette de coût reste le même, et à partir de là, on doit pouvoir, sur des économies qui sont faites sur des réhospitalisations qui étaient faites classiquement en hospitalisation conventionnelle avant, hein, on est capable à ce moment-là d'orienter une partie de ces sommes vers d'autres secteurs de notre économie. Et c'est ça aussi dont il faut connaître et qu'ont les régulateurs quand ils étudient la santé. Alors, c'est important aussi que cette efficience, ces gains d'efficience doivent être calculés parce que, justement, les politiques incitatives proposent, en tout cas pour que la chirurgie ambulatoire puisse se développer, des tarifications. Ces tarifications, elles ont été menées en France, mais aussi dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait la même chose dans certains pays comme l'Angleterre ou les USA, ont été menées de façon à pouvoir finalement avoir un tarif d'ambulatoire équivalent au tarif de l'hospitalisation conventionnelle, ce qui pousse finalement les praticiens et les patients, à la fois en tant que consommateurs et en tant que praticiens, à demander de la chirurgie ambulatoire. Donc, vous voyez, tout ça concourt finalement dans ces enjeux à une prise en charge vers la chirurgie ambulatoire, et je vous proposerai tout à l'heure, dans les quelques conclusions, de définir certaines choses complémentaires et qui ne sont pas tout à fait, je dirais, acceptables. On va voir pourquoi. Ensuite, je vous ai parlé des projections INSEE du vieillissement de la population, et ça c'est extrêmement important parce qu'un patient qui peut être pris en charge en ambulatoire, il fait moins de thrombose veineuse, il fait moins d'infection du site opératoire, il se perd moins que quand il reste à l'hôpital, et quand vous avez vu un tiers de la population, alors en 2030 c'est déjà, on va passer à 22 ou 23 millions, oui 20 millions pardon, d'habitants à plus de 60 ans, on est à 18 millions actuellement, et en 2060, pour les plus jeunes, vous serez à la fin de votre carrière, ça sera un tiers de la population sera 23 millions. Hein, donc c'est énorme, et donc forcément, il faut développer dans vos structures, dans votre organisation, cette prise en charge en ambulatoire, parce qu'elle a un certain degré d'efficience dans ce domaine. Alors, les perspectives. Donc les perspectives à l'issue de cette constatation d'ordre général sur cette chirurgie ambulatoire, il faudra probablement, et c'est même si augmenter les actes de chirurgie ambulatoire. Mais, plus dans une forme d'économie, vous savez que c'est comme ça, y compris chez Toyota, plus on en fait, moins ça rapporte. C'est-à-dire que vous, pour avoir le même niveau d'enrichissement, il va falloir travailler un petit peu plus. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 malades à 300, il va falloir faire un petit peu plus pour obtenir les 900 €. Parce que la régulation des actes est revue assez régulièrement pour justement les tarifications d'activité, de façon à encourager finalement d'une certaine façon cette forme de prise en charge et d'augmentation d'activité. Alors, une chose importante aussi, c'est, vous le comprenez bien, on va terminer par faire beaucoup d'actes qui ne sont peut-être pas nécessaires. Et c'est vrai que c'est un des gros problèmes de la T2A, de la tarification activité actuellement, c'est-à-dire qu'elle encourage finalement à la création d'actes qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires
sachant quelque part qu'il y a un rétrocontrôle, qui sont, on l'a vu pour l'urétéroscopie souple par exemple, de commencer à en faire beaucoup et d'avoir des arrachements de l'urtère, des strippings, etc., qui vont conduire les patients à des complications qui vont être pris en charge, bien entendu, par la sécurité sociale, mais vous aurez aussi les juristes derrière qui vous seront demandeurs d'une responsabilité et d'un paiement de votre préjudice. Donc ça, c'est important, faites attention, mais restez quand même, et c'est un message que je laisserai aussi à la fin, on est quand même centré sur le patient. Il ne faut pas avoir peur de faire des actes en plus, il faut faire des bons actes au bon malade, au bon endroit, au bon moment, de façon à avoir une activité qui soit, je dirais, à la fois gentille, à la fois honnête et avec un degré de compétence. Voilà. Alors ensuite, les incitations tarifaires. Bon, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans les perspectives. Alors c'est vrai que la tarification qui est une tarification qui donne à l'activité d'ambulatoire la même somme finalement que l'activité d'hospitalisation conventionnelle, a incité beaucoup d'activités ambulatoires parce que c'est plus simple pour tout le monde, bien sûr pour le malade, plus simple aussi pour le praticien. Quand j'étais dans le privé, j'en ai fait 5 ans avant d'être à Nancy, dans le privé, moi ce qu'il fallait, c'est surtout le soir, ne pas avoir trop de malades à faire la visite et avec les problèmes qu'il peut y avoir. Il faut 80% d'ambulatoires en urologie. Donc il y a forcément un intérêt pour nous. Il y a aussi un intérêt pour la clinique qui va se faire payer de façon un petit peu plus conséquente. Mais ça a un inconvénient aussi, c'est-à-dire que ça vous démobilise sur des grosses interventions, ça vous fait sélectionner les patients. Hein, donc faites attention aussi à ça, et je reprends mon discours d'avant. Attention, occupez-vous bien des patients, hein, y compris des gens qui sont un petit peu plus compliqués. Donc les incitations tarifaires risquent d'être évolutives aussi, parce que si on favorise l'ambulatoire, mais il ne faut pas trop la favoriser non plus, il y a donc toute une dynamique qui est organisée avec différents paramètres qui sont modifiés par les régulateurs en relation avec les praticiens qui participent à ces régulations. L'efficience, je vous en ai parlé un petit peu, donc ça aussi, c'est essayer d'augmenter le taux de rendement. Le taux de rendement, il doit être augmenté. Il y a, je crois, en 2018, il y avait des établissements en France, je crois qu'il y en avait 572, qui étaient hors normes sur l'activité de réhospitalisation après ambulatoire. Donc ça, par exemple, on peut tout à fait définir. Le payeur, il sait ce qu'il paye, il sait ce qu'il voit, il connaît les numéros des établissements à travers le numéro finesse, donc il y a des calculs d'efficience à avoir. Et puis surtout, et on en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'anesthésie locale, l'organisation de votre lieu. Vous devez être des acteurs de l'organisation de votre métier. Ne prenez pas tout sur le... on ne vous impose pas tout. Vous devez aussi être acteur et dire qu'il faut faire des choses. Se galvauder sur un plan financier, c'est bien, peut-être. Bon, je pense que c'est pas bien. Mais aussi se galvauder sur le plan de l'organisation architecturale de votre lieu de travail, ça a aussi un sens. Et donc, ne minimisez pas cette prise en charge de votre organisation. Et apprenez-le aussi à l'hôpital quand vous êtes interne pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez dans les commissions, allez voir un petit peu. On ne vous demande pas forcément d'être le gars qui va révolutionner ça, mais essayez d'entendre un minimum. Et je suis très, très inquiet de ne voir quasiment aucun interne dans les commissions de CME. À Nancy, on doit refaire un hôpital. Il n'y a pas beaucoup d'internes qui s'y intéressent. Je suis un peu inquiet quand même parce que ça va être imposé. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, et on va se retrouver avec des ennuis. Donc, incitation, là c'est donc les décideurs, hein, pour le coup. Donc, ils ont, eux, des incitations à la mise en œuvre des priorités de santé publique qu'ils définissent régulièrement. Leur objectif, c'est bien entendu l'ONDAM et rester là-dedans, mais c'est aussi réduction des listes d'attente. On le voit bien, alors pas tant, je crois, en urologie, mais surtout, par exemple, en ophtalmologie pour les cataractes. Donc ça, c'est des réductions. Et ça, ces valeurs, cette réduction de liste d'attente, par exemple, elle est demandée en Angleterre. Donc en Angleterre, on essaie de faire en sorte, quand les listes d'attente sont importantes, d'avoir une incitation particulière pour ça. Et puis, bien entendu, s'il y a de l'ambulatoire, on vous incite à la mise en place de certaines pratiques, la robotique ou d'autres choses, et c'est pour ça qu'on voit apparaître effectivement un certain nombre de pratiques dont Olivier a parlé là tout à l'heure, pour faire en sorte d'activer l'ambulatoire. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que l'équation économique de la chirurgie ambulatoire, hein, elle est sur l'ensemble du parcours du patient et globalement, à ce jour, dans les conditions dans lesquelles sont financés les actes de sécurité qui sont payés par la sécurité sociale, c'est positif actuellement. Donc il y a effectivement, sur une vision, je dirais tout à fait économique,
un intérêt à développer cette activité. Mais vous avez bien compris que cette activité dépend des tarifs et qui dépendent donc du décideur. Ensuite, l'impact de la chirurgie ambulatoire, elle est élevée pour les établissements, pour leur développement. Vous comprenez aussi que les établissements qui ne font pas d'ambulatoire, dans ce contexte-là, n'auront pas le financement qui permette de survivre. Une clinique qui marche bien, elle fait 1% de bénéfices, ce qui n'est pas beaucoup. Alors bien sûr, il y a un volume qui est important, mais ça peut être difficile. Et c'est pareil pour l'hôpital. Alors vous allez me dire, on pourrait peut-être faire des centres de chirurgie ambulatoire uniques. Il y en a quelques expériences en France, il y en a surtout aux États-Unis. Nous, ça n'a pas été décidé comme ça, je pense pour des raisons d'organisation et de politique de santé. L'assurance maladie obligatoire bénéficie de gains indirects. Bien entendu, à partir du moment où vous faites de l'activité, vous augmentez votre efficience, vous augmentez votre taux de rendement, il y a un nombre d'actes supérieur qui augmente, donc il y aura une baisse conséquente des tarifications des activités. Mais il y aura aussi pour la Sécu des gains directs. Il y aura moins d'indemnités journalières et il y aura probablement moins de transport aussi. Donc les choses se passent aussi comme ça. La chirurgie ambulatoire, c'est aussi, et là c'est important, un choc organisationnel. Il faut organiser tout ça. On regarde peut-être un peu trop souvent le XXe siècle quand on est au XXIe, qui lui-même regarde le XIXe. Donc je vous demande aux uns et aux autres, les plus jeunes en particulier, et puis nous les plus vieux, d'essayer de regarder plutôt ce qui va se passer au XXIe. Donc regardons un petit peu comment on peut produire ça avec les perspectives en particulier d'ordre populationnel. Une chose importante pour nous et pour les établissements, c'est qu'il y ait une redistribution des gains financiers aux producteurs de soins est une condition de son développement rapide et durable. C'est-à-dire que la chirurgie ambulatoire, si on continue à tirer vers le bas les tarifs, à faire en sorte de ne pas nous donner les moyens, on risque à un moment de ne plus vouloir en faire, et ça pose problème. Et je pense que la redistribution des gains financiers qui sont générés par notre activité devrait nous revenir. Et elle devrait nous revenir sous forme d'une demande pour de l'investissement en particulier. Et malheureusement, ce n'est pas beaucoup fait. On sert simplement déjà de tampon pour payer les ressources humaines, ce qui est un petit peu compliqué. Et puis à terme, donc toutes les parties prenantes bénéficiant d'un modèle de soins hospitaliers optimisé, oui, si on fait attention à cette organisation, à ce mode de pratique, effectivement, la chirurgie ambulatoire intéressera le patient, intéressera les équipes hospitalières, intéressera les financeurs, intéressera les politiques, et en particulier les politiques publiques en santé. Mais c'est ce que je vous disais tout au début, il y a un petit problème quand même. Et ça, c'est Frédéric Bizard, qui est économiste à Sciences Po, disait tout à fait ça. Néanmoins, les pouvoirs publics ont freiné la promotion de la chirurgie ambulatoire en la considérant avant tout comme une source d'économie financière, plutôt que comme un bénéfice patient conséquent. Et là, je reviens tout à l'heure à ce que je vous dis, centrez votre pratique avant tout sur le patient. Il faut qu'on nous écoute pour traiter correctement le patient. Je ne pense pas qu'on soit plus débile que les autres et des forbans de première catégorie. Non, on s'occupe de nos patients, on s'en occupe bien, avec l'honnêteté qu'il faut, bien sûr la gentillesse comme je vous ai dit, et avec les compétences, donc continuer à devenir compétent. Et j'en resterai là pour cette présentation en vous faisant part aussi d'une chose qui peut tout à fait vous intéresser à l'avenir pour les plus jeunes. Essayez de travailler aussi en contact avec des formations tout au long de votre vie. On ne s'arrête pas quand on a 30 ans et qu'on a passé le DESC ou le DES d'urologie ou de chirurgie urologique. On continue après et je vous encourage donc à continuer votre formation pour pouvoir gagner un petit peu en connaissance et pouvoir apporter à la collectivité finalement votre vision que vous avez entendue ailleurs et que vous avez pu digérer et maturer et faire être force de proposition. Voilà, je vous remercie. Alors, des questions. Ah, monsieur Loger, ça m'étonnait. C'est pas une question, c'est une remarque. Je te remercie beaucoup d'avoir rappelé que l'objectif des urologues, quand on a fait de l'ambulatoire, c'était de rendre service aux patients. Philippe Mouret, qui a été le père de la cœlioscopie moderne, a été interdit d'exercer en France par sa sauvegarde. Il a fait de la chirurgie ambulatoire. Et l'Ordre national, à la demande de la Sécu, l'a interdit d'exercer. Au début des années 2000, quand on a fait de l'ambulatoire dans nos cliniques, on nous a fermé des lits d'autorité et on nous interdisait de faire plus de 10%. Aujourd'hui, on aimerait monter à plus de 75% d'ambulatoire. Et la semaine dernière, il y a quelques mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, on a convoqué des praticiens libéraux parce qu'ils faisaient trop de bons de transport. Parce qu'en fait, l'ambulatoire veut dire qu'ils arrivent avec une ambulance, ils repartent avec un taxi ou une ambulance, parce qu'ils ne peuvent pas venir avec leur place.
Et les praticiens du CHU ont été montrés du doigt en particulier parce que aujourd'hui, dans le département de l'Isère, on est à 60 millions de transports par an. Et on nous a dit qu'ils ne peuvent pas. Et moi, de démontrer qu'étant donné qu'on a fermé des places de parking au CHU, que les gens ne peuvent plus venir avec leur voiture et partir avec leur voiture, les bons de transport explosent. Et il a fallu 4 heures de réunion pour que la Caisse accepte de ne pas poursuivre les praticiens pour avoir osé augmenter le nombre de bons de transport. Donc en fait, tu as raison. Pour les gens de l'UNOCAM, de l'ANCAM que tu as cité, en raison de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie créé en 1997, le seul objectif pour eux de l'ambulatoire, c'est des économies. Et derrière, ça déclenche d'autres dépenses, comme des bons de transport. Et là encore, on vient nous chercher des poux en disant vous n'avez pas à faire de bons de transport. Alors que, comme tu l'as dit très bien, la population âgée augmente, qu'ils n'ont pas de famille pour venir les accompagner le matin et les récupérer le soir, que l'heure où on les fait sortir, c'est l'heure des bouchons sur les agglomérations, qu'il n'y a pas de solution. Et donc, ça a d'autres impacts qui font que, oui, on doit s'y intéresser, mais parfois, on est bien désorienté devant des objectifs économiques et que économiques qu'on nous présente. Et Fred, que je connais bien, le dit régulièrement. Nous, médecins, on est perdus parce que nous, on accepte l'économie de santé quand elle est au service des soins et que là, l'économie de santé votée par les parlementaires, elle n'est au service que d'un seul objectif, c'est faire encore plus d'économies. Et là, nous, on est perdus. Didier, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que moi, j'ai 2 remarques à faire. D'abord, est-ce que 60 millions sur 211 milliards, ça a un sens ? C'est une première question. La deuxième question, c'est pourquoi il y a si peu de médecins et de gens de terrain dans nos discussions, je dirais, d'ordre technique. Et moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous passez les concours des institutions INET, ENA, qui est l'Institut national de santé publique, de service public maintenant, il y a très peu de médecins. Et c'est pas fait pour les médecins. Donc tu vois, on n'est pas, malheureusement, on nous exclut, mais on le fait exprès. On nous rend techniciens, on ne nous rend pas acteurs de santé. Tu as raison et tu as tort sur un point. C'est qu'on a des médecins qui l'ont fait, mais au bout d'un moment, et moi je fais partie un peu de ceux qui se sont intéressés à l'ENA, aux écoles, etc., au bout d'un moment, tu te dis, comment je peux siéger à la CNAM, à la CPAM, à l'académie et partout, et continuer à exercer. La difficulté, c'est qu'on a très peu de médecins qui ont continué à nous représenter tout en exerçant le quotidien. Et du coup, dans toutes ces institutions où moi j'essaie de vous représenter, effectivement, des gens qui exercent et qui gardent cette bienveillance professionnelle, il n'y en a plus. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es, comme j'essaie de l'être, tu es bénévole quasiment un tiers de ton temps dans toutes ces réunions où tu as face à toi des administratifs, des économistes de santé qui, eux, sont payés pour être là. Les négociations conventionnelles où on discute de la convention nationale et des tarifs de l'ambulatoire et tout le reste, on attaque les négociations à 8h du matin jusqu'au surlendemain 20h. Ça dure 48 heures, 72 heures, 4 jours, jour et nuit sans dormir. Nous, on est bénévoles. Et tu as derrière les directeurs de la caisse qui se relayent et qui vont dormir 4 heures ou 5 heures. Et au bout de 4 jours de négociation, on nous fait signer une convention nationale qui, en fait, avait des objectifs économiques absolus. Et nous, on est rincés, on est bénévoles, on est paumés. Et la représentation syndicale des médecins et la représentation du contre-pouvoir des négociations conventionnelles ou des discussions lorsqu'on vote l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à l'Assemblée nationale, elle est très, très difficile par des médecins exerçant sur le terrain tous les jours. Oui, tu as tout à fait raison. On devrait financer effectivement comme le font dans les industries privées, Schneider Electric, etc., parce qu'on n'est pas loin de Grenoble, des jetons de présence quand vous venez et que ça paye en partie notre présence. Ça, c'est clair. Mais je crois que quelque part entre nous soit dit, est-ce que tu ne crois pas que c'est fait exprès ? Je crois que c'est fait exprès, moi. C'est affreux. Un, c'est fait exprès. 2, c'est du syndicat pur. Mais oui, quand on a des syndicats comme la CSMF qui signent la convention, ils récupèrent 2 ou 3 millions de financement, donc ils embauchent des gens, et 4 ans après, s'ils ne signent pas la convention, ils déposent le bilan du syndicat. Donc ils signent quand même, et on est dans des logiques de dictature administrative pour les gens qui au quotidien exercent, très compliqué. Voilà, j'arrête. Oui, voilà. On va tous se jeter au lac si ça continue. Oui. Donc du coup, allez-y, je ferai un truc plus général. Juste rajouter une chose, je pense qu'il n'y a pas que du fait exprès, il y a aussi une bureaucratie et à la Sécu et dans les ARS, des bureaux qui sont complètement cloisonnés. Et celui qui s'occupe des transports, il ne s'occupe pas de l'hospitalisation. Et il y a très peu d'études et de décisions qui sont prises en prenant en compte la chaîne complète de la prise en charge d'un patient. C'est très cloisonné.
Je vais essayer d'être un peu optimiste quand même. Si vous reprenez l'urologie, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on gardait prostatectomie radicale 21 jours dans les services. Aujourd'hui, on les fait quasiment en chirurgie ambulatoire, ça ne nous a pas empêché d'avancer. Après, il y a un Ondam, mais il y aura un après-Ondam, parce qu'il y a eu un avant-Ondam, et on sait bien que ce mode de coordination des financements du secteur de la santé est probablement amené à bouger dans les années qui viennent. Troisièmement, on est en train de voir bouger une activité qui était tarifée à l'acte vers une activité tarif patient et surtout parcours de soins. En conséquence de quoi, je crois, on a quand même quelques espoirs de voir les choses bouger un petit peu. Ensuite, au niveau hospitalier, jusqu'à maintenant, on avait des directeurs d'hôpitaux qui ne parlaient que d'efficience, et on voit entrer des paramètres de qualité, de prise en charge au niveau des patients, et des patients arriver avec des associations de patients. Donc je crois que les choses bougent un tout petit peu, ça va sûrement prendre du temps, mais qu'à un moment ou à un autre, on va arriver en sachant que, je pense que la conclusion elle est très bonne, c'est qu'on ne doit se préoccuper que d'une chose, c'est de se recentrer sur l'intérêt patient et de là où on doit aller pour travailler, pour traiter le mieux possible. Après, le reste viendra avec le temps. Je suis absolument persuadé que ça bougera. Oui, je suis d'accord avec toi. Et oui. l'eau du lac, on rigole si j'étais à la 21. Bon, on la vide. 21 degrés. Ah. Bon, personne ne mourra alors avec l'eau du lac, je suis désolé.